Bonsoir tout le monde. Merci d'être présents en si grand nombre. Ce soir, c'est une soirée spéciale pour nous. Nous avons deux mères d'un jour. Donc, je vous présente Xavier et Zachary. Mon Dieu, j'avais la mémoire. Donc, c'est dans le principe que les pompiers et moi, on fait un forfait pour venir en aide à des organismes à but non lucratif. Il y a un forfait qui est vendu à l'encan lors d'une levée de fonds. Là, dans ce cas-ci, c'était au souper de golf du Boisé au profit de la Fondation Gisèle Faubert. Le forfait a été vendu. C'est le papa de Zachary et de Xavier qui a acheté le forfait. Donc, à 2100 $. C'est une belle façon de ramasser des fonds pour un organisme. Et c'était pour ces deux fils qui sont maintenant ce soir mères d'un jour. Bienvenue à vous deux. Donc maintenant, on va procéder à la période de questions concernant un point à l'ordre du jour. S'il y a quelqu'un qui a une question concernant le point de l'ordre du jour, je vous demanderai de vous présenter au micro. Donc, il n'y a pas de question, fait qu'on va demander. Proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. J'en fais la proposition. Proposé par Martin Laplaine, appuyé par Monsieur Roy. Maintenant, on va faire le suivi des périodes de questions des assemblées précédentes. Je vais commencer par les subventions pour le rang Sainte-Marguerite. Il y avait eu un citoyen qui avait soulevé l'hypothèse que quand on parlait d'une subvention de 75 % pour la réfection du rang Sainte-Marguerite, que c'était, il mettait en doute cette possibilité-là. Donc, dans la semaine, je vous dirais, le 2 août dernier, j'ai reçu de la part de la MRC Roussillon une confirmation que je vous lis, un extrait. Vous pouvez donc procéder à vos demandes dans le cadre du programme de réhabilitation du réseau routier local au volet redressement infrastructure routière locale pour les interventions prévues au PIIRL, subvention à 75 %. Donc, ça fait juste confirmer ce que j'avais dit, ce que nous avions dit lors des séances précédentes. Vous allez voir, ce soir, on va passer une résolution qui vient confirmer la demande de la Ville de Mercier auprès du ministère. Donc, ceci, maintenant, on va y aller avec le PIIA. Il y a un citoyen qui avait soulevé le fait qu'il y avait, en 2018, on avait mis des sommes d'argent dans le PIIA pour les investissements sur 3 années. Et il nous disait que ça n'avait pas de bon sens qu'on mette des sommes, mais qu'on ne les utilise pas, ou qu'on en mette plus, ou qu'on en mette trop. Donc, Madame... oh non, c'est celui-là que je l'avais pas aussi. Alors, juste à titre d'exemple, si on prend l'année 2006, il y avait eu au programme triennal des immobilisations 2 684 000. Il y a eu 3 822 000 de dépensés. À chaque année, il y a un montant qui est mis dans le programme triennal des immobilisations. C'est une projection. Ce ne sont pas des coûts fixes. Ce ne sont pas des évaluations réelles. Ce sont des évaluations sommaires qui nous permettent d'avancer. Et s'il y a des subventions qui sont disponibles, bien, quand ils sont dans notre programme triennal des immobilisations, c'est beaucoup plus facile d'y avoir accès. Donc, un autre exemple, en 2013, il y avait dans le programme triennal des immobilisations 4 100 000, il y a eu pour 3 800 000 de faits. Donc, c'est comme ça que c'est fait dans toutes les municipalités, partout. Donc, c'était pour amener cette petite précision-là au niveau du programme triennal des immobilisations. Ensuite, la dette à long terme, Madame Ullmann, je vais vous demander de projeter sur l'écran. Effectivement.
Est-ce que vous m'entendez bien? Donc, on nous disait que si on faisait l'exercice, parce que nous, on dit qu'on a baissé la dette à long terme de 6 millions de la ville de Mercier pendant les années qu'on a été là, on mettait en doute le fait que ça avait été le cas. On nous disait qu'il fallait qu'on fasse la dette consolidée. Donc, c'est l'exercice que j'ai fait. Nous avons fait la dette à long terme consolidée. Une dette à long terme consolidée, ça inclut la dette de la ville, ce qu'on fait normalement, généralement, toutes les municipalités, c'est de la façon qu'ils le font. Là, on m'a demandé de le faire de façon différente. Je l'ai donc fait. Ça inclut la Régie des eaux, ça inclut la CIT-HSL, ça inclut tout ce qu'il y a comme emprunts qui ont été faits à long terme, autant par la ville que par d'autres organismes. Donc, la dette à long terme consolidée au 31 décembre 2012 était de 20 561 000. Au cours de l'année 2012-2013, il y a eu des règlements d'emprunt qui ont été temporaires et par la suite mis permanents. Donc, ces dettes-là, c'est 400 000, 1 483 000 pour différents travaux. Ensuite, il y a les emprunts de la Régie des eaux qui avaient été faits de 2 132 000. Le remboursement qui a été fait au cours de l'année de 72 000 de la Régie des eaux et 1 959 000 pour la Ville de Mercier, ce qui donne une dette totale de 24 453 000. Si on revient ici, puis qu'on fait le même exercice, mais au 31 décembre 2017, en partant du 2016, donc au 31 décembre 2016, c'était 16 millions consolidés. On y rajoute les règlements d'emprunt qui ont été faits en cours de l'année 2016, ou 2017, qui vont être financés permanents en 2018. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. On y rajoute ces règlements-là. On enlève le montant que la Ville va rembourser en 2017. On fait donc 18 millions. L'écart entre les deux est de 5 826 000. Donc, on est à 6 millions de remboursement aussi de la dette. Qu'on le fasse de cette façon-là ou qu'on le fasse de la façon qu'on le fait normalement dans toutes les municipalités comme on le fait. On a baissé de 6 millions, mais ça donne le même résultat. Et là-dessus, il y a un règlement d'emprunt qui n'est pas encore approuvé par le ministère ni par les gens habilités à voter, le 1 625 000 qu'on appelle le projet Tricorne. Ensuite, là-dessus, il y a aussi un montant de 1 175 000 qui, lui, c'est pour les infrastructures, les véhicules, etc., pour notre poste de police. Le remboursement de ce règlement d'emprunt-là est déjà prévu dans le budget du service de police de 3,2 millions. Et il y a le 1 145 000 qu'on retrouve ici, qui est en lien avec la caserne d'incendie, la nouvelle caserne d'incendie. 100% de ce montant-là, c'est la subvention qu'on va recevoir, parce que le montant que la Ville a payé, avec même ses fonds à elle, a été pris à partir du surplus. Donc, il n'y a pas eu d'emprunts qui ont été faits au niveau de la Ville. Le seul emprunt qui a été fait, c'est pour la subvention qui va nous être remboursée au fil des ans, incluant les intérêts. Donc ça, c'est le résumé concernant la dette à long terme. Les montants créditeurs, il y a un autre citoyen qui avait parlé concernant les montants créditeurs, en disant que ce qu'on avait prévu au compte à payer pour la CIT-HSL et pour la police de la poursuite avec Châteauguay ne pouvait pas se retrouver dans le montant créditeur de 670 000. C'est simple, c'est parce que le 670 000 inclut le montant de la police, mais il inclut des montants de la CIT parce que c'est un état financier consolidé et ça inclut aussi des montants de la RIAVC. Pour retrouver tous les montants en question, le CIT-HSL, le 537 000, la Ville de Châteauguay, 360 000, les autres fournisseurs, les salaires, les DAS, on le retrouve dans le 2 690 000 qui se retrouve à la page 11, à la ligne 11, c'est le montant qu'on retrouve là, qu'on a le détail ici. Ensuite, la dette du dépôt des états financiers, on nous avait reproché de ne pas avoir déposé les états financiers selon les normes du ministère. Je veux juste rappeler qu'un état financier consolidé, il y a des moments où on n'a pas vraiment le contrôle sur la CIT ou la Régie des eaux qui vont déposer les états financiers, mais ce n'est pas nouveau à nous. Je vous dirais, en 2005, ils ont été déposés au mois d'avril, ou 2006 au mois d'avril, en 2007 au mois de mai,
En 2008, ça a été déposé en septembre. En 2009, ça a été déposé en septembre. En 2010 et 2011, ça a été déposé au mois d'octobre. Donc, quand on nous dit que nous, on a déposé au mois de mai plutôt qu'au 30 septembre, qu'au 31 mai, au 30 avril, je suis très à l'aise avec cet élément-là. Donc, et les dates pour les emprunts temporaires, dans une municipalité, ça fonctionne de la façon suivante. Quand on fait un règlement d'emprunt, il est approuvé par les gens habilités à voter. Il est aussi approuvé par le ministère des Affaires municipales. Par la suite, il y a un emprunt temporaire qui est fait pour procéder aux achats au fur et à mesure. Et quand tout le projet est terminé, là, on s'en va sur un emprunt permanent. Et ce qui était demandé le mois passé, c'était de faire tout de suite des emprunts permanents, même si les projets n'étaient pas terminés, ça ne se fait pas comme ça. Donc, les emprunts qui sont temporaires, que vous avez vu au tableau qui est là, vont être rendus permanents aussitôt que les projets sont terminés. Ensuite, les frais d'avocat. Ça fait quelque temps que j'en entends parler, ça se circule même dans les réseaux sociaux et dans les citoyens qui me rencontrent, qui me posent des questions. Donc, on va traiter les frais d'avocat. Madame Humain. Je vais commencer par ce tableau ici. Donc, ici, vous avez la compilation par firme d'avocats. Combien ça a coûté au fil des années. On parle de 2008 jusqu'en... Vous avez un petit peu trop grossi, il m'en manque un petit bout. Jusqu'en 2017. Donc, on a Bélanger-Sauvé, principalement. Bélanger-Sauvé, c'est la poursuite pour le dossier de la police. Là. Autant pour la poursuite du syndicat que pour la ville de Châteauguay. On a 107 000 $ au total sur les 3 années, là, 2014 à 2017. Ensuite, on a Casavant-Mercier. Tout ce qui est on ne le voit pas bien, là, tout ce qui est en surligné ici, ce sont des dossiers qu'on a dû régler, mais qui dataient du conseil précédent. Exemple, le dossier FP Labrie, c'est un bassin de rétention qui a été fait. Il y a un règlement d'emprunt qui a été fait à ce niveau-là par l'ancien conseil. Il y avait une erreur dans le règlement d'emprunt à l'effet que c'était selon la valeur du bâtiment et de la propriété et non pas à la superficie du terrain. Ce qui faisait en sorte que le promoteur ne payait presque pas de taxes parce que lui, il n'avait pas de maison sur ses terrains, alors que les résidents qui avaient acheté un terrain payaient des taxes épouvantables parce qu'ils payaient tout seuls pour ce règlement d'emprunt-là. On a dû le corriger. Le problème qui est arrivé, c'est qu'on n'a pas le droit en tant que ville de faire du rétroactif. Pour corriger rétroactivement les comptes de taxes, on a dû se rendre en projet de loi privé à l'Assemblée nationale. Ça a coûté des frais d'avocat. Donc, c'est des exemples comme ça que nous, on a dû corriger à notre arrivée, là, depuis qu'on est arrivé, mais qui découlent des décisions ou des gestes qui avaient été posés par l'administration précédente. Donc, si on descend encore un peu, on va aller à l'autre page. Partout où j'ai biffé en noir, c'est parce qu'il y avait des noms de personnes, puis pour garder la confidentialité. Donc, malheureusement, on va pas vraiment bien. Je vais prendre mon document ici. Donc, on voit ici que c'est Duncan Rainville qui est le fournisseur principal des années 2008 à 2013. Et si on prend le montant total de ce qui a été versé à Duncan Rainville pendant ces années-là, vous pouvez descendre encore, le montant total qui a été versé, c'est 1 041 000 qui ont été versés à Duncan Rainville pendant 2008 aller jusqu'à 2013. Je vous rappelle que nous, on a été élus au mois de novembre 2013. Par la suite, partout où vous voyez des choses en surligné, c'est des dossiers qui traînent d'avant notre arrivée. Donc, on va aller à l'autre dossier, à l'autre document. Donc, il a été aussi posé la question combien ça nous avait coûté en frais d'avocat ou de négociateur pour la convention collective des cols bleus et des cols blancs. J'ai fait l'exercice pour nous, là. On est au total 83 000 $ pour les 2 consultants qu'on a eus. Et j'ai fait l'exercice, curieusement, je ne pensais pas que c'était le cas, puisqu'on est venu me poser cette question-là et nous accuser de l'avoir fait.
Les frais d'avocat 2012-2013, la négociation de convention collective de part et d'autre, ça a coûté 223 000 avant notre arrivée. Fait que, quand même assez à l'aise avec ça. Négociation, les relations de travail, ça dit que les négociations de convention collective, c'est 85 670, 79 que ça avait coûté à l'ancien conseil pour négocier les conventions collectives. Fait que c'est curieux qu'on nous accuse de faire ce qu'eux, ils faisaient aussi. Ensuite, si on fait un résumé des frais d'avocat, avant notre arrivée en 2013, des dossiers qui étaient en cours versus 2014 et après. On parle du projet de loi privé des parois des Lilas. C'est un dossier qui est arrivé sur notre bureau dès notre élection. Ce sont des rues qui sont des sections de rues qui étaient privées. Les gens, quand ils ont acheté leur propriété, ne le savaient pas. Il n'y avait pas de syndicat de copropriété qui avait été fait. Et les gens se sont ramassés du jour au lendemain que la ville ne déneigeait plus les rues. Il n'y avait pas de syndicat de copropriété. Ça a causé des divorces, ça a causé des faillites, ça a causé un paquet de problèmes. Donc, à notre arrivée, quand on a vu cette situation-là, on a rencontré un avocat qui est Maître Rancourt. On lui a demandé de trouver la solution. On a trouvé la solution. C'est maintenant réglé. Ces gens-là peuvent dormir sur les deux oreilles, mais ça a quand même coûté 23 000 $ de frais d'avocat à la ville pour régler un problème qui avait été fait en 2009, je pense, 2010. Ensuite, Immobilière Divinesia, c'est la terre 152 qu'on entend souvent parler près de la rue des Freins où on a voulu empêcher le développement. Ça a coûté 45 500 $ de frais d'avocat alors qu'on n'avait pas de cause, on n'avait pas à faire ça. Le CIT, ce que ça a coûté au CIT, là, pour défendre le dossier du transport en commun, avant notre arrivée, ça a coûté 27 000 $. Depuis, après notre arrivée, ça a coûté 18 000 $. Fait que ça aussi, je suis assez à l'aise parce qu'on est en train de le régler, le dossier. Le dossier du bar Paradise, ça a coûté 8 500 $ de frais d'avocat, mais on n'a plus de bar de danseuse, on est bien content de ça. Règlement d'emprunt, Beauchamp-Beauport. Ça, c'est un règlement d'emprunt qui avait été fait pour construire une rue sur un terrain qui ne nous appartenait pas. Il y a eu beaucoup de frais d'avocat qui sont en lien avec ça. Et nous, à notre arrivée, en fait l'année passée, ou même cette année, il y a un citoyen qui a porté plainte à l'effet que ça coûtait trop cher de taxes sur cette rue-là. On a sorti le dossier, on a fait l'analyse, puis effectivement, il y a 50 000 $ que ça avait coûté en frais d'avocat, j'arrondis, là, mais c'est pas loin de 50 000 $, avait été pris à même le règlement d'emprunt de ces gens-là, alors que ce n'était pas prévu dans le règlement d'emprunt. On n'avait pas le droit de faire ça, donc on a dû le corriger. Ensuite, Millimax, l'éco-centre, ça nous a coûté 1 200 $ pour mettre fin au contrat qui était illégal. Le règlement d'emprunt de la rue FP Labrie, ça c'est un autre 18 000 $. C'est le règlement d'emprunt que je vous parlais tantôt, qui avait eu une problématique, on a dû se rendre en projet de loi privé. La qualité des sols, Agrégat Lefebvre, juste Agrégat Lefebvre, vous savez le dossier de carrière avec dynamitage, là, on est rendu à 148 000 $ de frais d'avocat juste pour ce dossier-là. Alors que si ça avait été changé au schéma d'aménagement, en amont, on n'aurait pas été là. Là, c'est corrigé aujourd'hui, mais dans le temps, ça ne l'était pas, on est rendu là avec ça. Puis après ça, il y a eu une attestation de conformité de Clean qui avait demandé de repartir l'incinérateur et on a demandé à un spécialiste là-dedans, avocat, pour faire en sorte que ce projet-là ne se réalise pas. Ensuite, si on regarde la compilation des frais juridiques, là, en 2008 et 2013, ça a coûté 1 148 500 $ de frais d'avocat, dont 1 041 000 pour Dunton-Rainville. Donc, presque 91 % ça a été à Dunton-Rainville. Les frais d'avocat de 2014 au 25 juillet 2017, ça a coûté au total pour ces années-là 481 000. Il y en a 252 000 qui ont servi pour régler des dossiers avant notre arrivée, donc 54 %. Le dossier de la police, il a coûté 107 000 à date, 108 000. Les autres dossiers, ça a coûté 115 000. Fait que voici l'état de situation des frais d'avocat. J'espère que ça va avoir répondu à la question de plusieurs des citoyens. Ah. La taxation. Le mois passé, il y a un citoyen qui est, en fait, c'est l'ex-maire de Mercier, M. Lambert, qui est venu dire qu'il y avait une taxe de 99 $ sur le compte de taxes pour la vidange d'égouts. Eh bien, on a fait la vérification
Et ce montant de 99 $ est nécessaire pour couvrir les dépenses d'administration et de fonctionnement pour le traitement des eaux usées et l'entretien du réseau d'égouts pour tous les immeubles qui sont desservis par l'usine de traitement des eaux et du réseau d'égouts. Donc, ça n'avait aucun lien avec le vidange des boues, ce 99 $-là qui est sur le compte de taxes des citoyens. Ensuite, il y a eu des notes aux états financiers aussi, mais je pense que je vais le garder pour un autre mois parce que j'ai des maires ici qui vont avoir hâte de pouvoir procéder à la réunion. Fait que je reviendrai le mois prochain pour venir clarifier les notes aux états financiers. Maintenant, là, ça va tout. A.5.1, Madame Anderson. Alors, c'est pour l'adoption des procès-verbaux des séances ordinaires du 13 juin, du 11 juillet et des séances extraordinaires du 20 juin, 27 juin et 4 juillet. Alors que ce conseil adopte les procès-verbaux des séances que je viens de nommer. Alors, j'en fais la proposition. Proposé par Madame Anderson. Appuyé par J'appuie. Monsieur Lapienne. Donc, toi ici. 8.1, Monsieur Roy. C'est le programme de réhabilitation du réseau routier local, élaboration des plans et devis. Considérant que ce conseil a pris connaissance des modalités d'application du volet redressement des infrastructures routières locales, considérant que le conseil désire présenter une demande d'aide financière au ministre des Transports et de la Mobilité durable, d'électrification des transports, pour une élaboration de plans et devis de travaux d'amélioration du réseau routier local niveau 1 et 2, considérant que les interventions visent dans la demande d'aide financière sont inscrites à l'intérieur d'un plan d'intervention pour lequel la MRC Roussillon a obtenu un avis favorable du MDET, en conséquence est résolu que ce conseil autorise la présentation d'une demande d'aide financière et confirme son engagement à faire élaborer les plans et devis selon les modalités établies dans le cadre du volet RIRL. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par Monsieur Roy. Appuyé par J'appuie. Monsieur Simon. 9.1, Monsieur Roy. C'est la permanence des élections des travaux publics et génie de M. Daniel Simard. Considérant la nomination le 14 février 2017 de M. Daniel Simard au poste de directeur des travaux publics génie, considérant que cette nomination était effective à compter du 15 février, considérant que selon la politique administrative du personnel cadre, un employé cadre est en probation pour une période de 6 mois de service continu à compter de la date de son embauche, considérant qu'une appréciation de la contribution pour M. Simard a été effectuée par M. René Chailfour, considérant que M. Simard répond parfaitement aux attentes du poste et de l'organisation, considérant les recommandations de la Direction générale et des ressources humaines, en conséquence est résolu que ce conseil accorde la permanence à M. Daniel Simard au poste de directeur de travaux publics génie de la ville de Mercier, que sa permanence soit effective à compter du 15 août. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par Monsieur Roy. Appuyé par J'appuie. Madame Anderson. .1, Madame Anderson. Alors, c'est pour le financement d'un emprunt par obligation de 2 525 000. En effet, il y a, le Ville de Mercier souhaite émettre une série d'obligations pour un montant de 2 525 000. C'est des emprunts qui sont faits depuis 2002. Il y en a de 2005, 2007. Vous voyez la liste à l'écran. Alors que ce financement soit pour un terme de 5 ans à compter du 22 août 2017, j'en fais la proposition. Proposé par Madame Anderson. Appuyé par J'appuie. Monsieur Laplaine. 11.2, Madame Anderson.
Alors, c'est pour le financement d'un emprunt par obligation. Alors, on est allé en appel d'offres. Il y a eu des soumissionnaires, soit la financière Banque nationale, qui a, pour cet emprunt, a soumissionné 2,42 d'intérêt, les valeurs mobilières des jardins à 2,44 et les valeurs mobilières Banque Laurentienne à 2,48. Alors, considérant que le résultat du calcul des coûts indique que la soumission présentée par la firme financière Banque nationale est la plus avantageuse, soit 2,42, et que Mme la mairesse Lise Michaud, la directrice des finances et trésorerie, soit autorisée à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson. Appuyé par J'appuie. Monsieur Simon. Mme Anderson. Alors, c'est pour l'approbation des comptes à payer de juillet. Alors, au courant du mois de juillet, il y a eu des comptes payés et à payer au montant de 896 784 Conséquence résolue que ce Conseil approuve la liste des comptes à payer du mois de juillet et qu'il autorise la directrice Finances et Trésorerie à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson. Appuyé par Et j'appuie. Monsieur Laplaine. 12.1, Monsieur Roy. C'est une autorisation à dépenser asphalte pavage Chenal. Considérant les besoins exprimés par la Direction des travaux publics Génie pour la fourniture d'asphalte, considérant les demandes de prix effectuées par la Direction des travaux publics et du Génie, considérant les recommandations du directeur général des directions des travaux publics et Génie, en conséquence, c'est résolu que ce Conseil autorise une dépense de 24 999 taxes nettes pour l'achat d'asphalte auprès de la société Pavage Chenaille, le tout incluant toutes les dépenses effectuées et fournitures d'asphalte auprès de la société au cours de l'année financière 2017. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par Monsieur Roy. Appuyé par J'appuie. Monsieur Simon. Le 12.2. 12.2, Mme Anderson. Alors, c'est pour l'octroi d'un contrat pour la création d'un équipement sur la rue de l'Église entre la rue Bromont et Saint-Denis. Considérant que la direction du greffe a procédé à une demande de soumission par voie d'invitation écrite le 25 juillet 2017 pour la création d'un accotement sur la rue de l'Église entre Bromont et Saint-Denis, et ce auprès de 14 fournisseurs. Il y a eu 4 soumissions reçues. Alors, considérant que la société Sintra a fourni la soumission la plus basse conforme, conséquence est résolue que ce Conseil octroie le contrat pour la création d'un accotement sur la rue de l'Église entre Bromont et Saint-Denis à la société Sintra au montant de 99 295,54 incluant les taxes. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson. Appuyé par J'appuie. Monsieur Laplaine. 13.1, Monsieur Simon. Madame. OK, 13.45. Pas encore. Donc, c'est le dépôt du procès-verbal. Donc, je, Louis Simon, conseiller municipal, dépose le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme tenu le 22 juin 2017. J'en fais le dépôt. Dépôt fait par Monsieur Simon. Du 13.2 au 13.7, Mme Anderson. Excusez-moi, Madame la mairesse, j'aimerais me retirer pour le point 13.4, s'il vous plaît. Alors, au courant du mois de juillet, il y a eu 6 demandes pour le PIA. Alors, on voit les demandes. Le premier, c'est concernant les constructions des nouveaux modèles d'habitation sur les lots 1261 à 1284. C'est le projet Jomida. Alors, considérant la recommandation du CCU, tout était conforme. Comme deuxième projet, c'est la construction d'une habitation trifamiliale sur le lot pour le 8 à 102 rue Barrette, côté nord de la rue. Alors, ça aussi, ils ont présenté les matériaux, tout était conforme, le CCU était d'accord. Autre projet concernant la rénovation des façades du bâtiment principal pour le 794 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Alors, c'est le bâtiment que vous voyez à l'écran. Alors,
Ça, c'est le nouveau design soumis, accueilli favorablement par le CCU. Comme autre projet, construction de mini-entrepôts sur les lots P160-79 et P160-110. Nous traitons seulement ce soir la portion PIA, c'est-à-dire les matériaux du bâtiment. Pour ce soir, on ne traite pas le restant du projet. Alors, pour le projet, pour les matériaux et pour le design de la bâtisse, alors ça aussi accueilli favorablement. Concernant la construction, comme autre projet, d'un bâtiment multifamilial isolé, modèle Cedar Ridge, 3 étages comprenant 12 unités sur le lot 11, 16, 11, 17 dans le Square Mercier. On l'a déjà, j'ai pas eu le temps, là, mais ça aussi accueilli favorablement par le CCU. Et finalement, dernier projet, construction d'un garage détaché du bâtiment principal en cour arrière, le 690 rue Saint-Denis. Aussi, le design accueilli favorablement par le CCU. Alors, j'en fais la proposition en bloc pour ces 6 projets. Proposé par Mme Anderson. Appuyé par J'appuie. M. Simon. 13.8, M. Laplaine. C'est une demande de dérogation mineure. Donc, considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée pour les lots 1216 à 1225, donc entre l'adresse civique 680 à 740 rue Saint-Denis, afin de permettre que la cabane à jardin détachée du bâtiment principal situé en cour arrière de chacun des lots ait une superficie de 50 mètres carrés, alors que l'article 6.2.3.1.5 du règlement de zonage 2009-858 prévoit une superficie maximale de 20,8 mètres carrés. Considérant que la demande a été transmise au comité consultatif d'urbanisme qui s'est réuni le 19 juillet 2017, considérant que ce dernier a formulé une recommandation au conseil municipal, considérant que cette demande ne semble pas porter atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, considérant l'avis public du 19 juillet 2017, consultation publique, donc nous n'avons reçu aucun commentaire. En conséquence, il est résolu que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2017-22 pour les lots 1216 à 1225, donc adresse civique 680 à 740 rue Saint-Denis, afin de permettre que la cabane à jardin détachée du bâtiment principal situé en cour arrière de chacun des lots ait une superficie de 50 mètres carrés, alors que l'article 6.2.3.1.5 du règlement de zonage 2009-858 prévoit une superficie maximale de 20,8 mètres carrés, sans condition. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine. Appuyé par Oui. Mme Anderson. M. Laplaine. C'est une demande de dérogation mineure. Donc, considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée pour le 690 Saint-Denis afin de permettre la construction d'un garage privé détaché à l'habitation multifamiliale, alors que le paragraphe A de l'article 6.2.3.1.2 du règlement de zonage numéro 2009-858 ne permet ce type de construction que pour les habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales, et de permettre que la hauteur du garage privé détaché soit de 5,5 mètres, alors que le paragraphe D de l'article 6.2.3.1.2 du règlement de zonage numéro 2009-858 autorise une hauteur maximale de 3,7 mètres. Considérant que la demande a été transmise au CCU qui s'est réuni le 19 juillet 2017, considérant que ce dernier a formulé une recommandation au conseil municipal, considérant que cette demande ne semble pas porter atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins dont leurs droits de propriété, considérant l'avis public du 19 juillet 2017, donc aucun commentaire à cet effet. En conséquence, il est résolu que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure numéro 2017-23 au 690 rue Saint-Denis afin de permettre la construction d'un garage privé détaché de l'habitation multifamiliale, alors que le paragraphe de l'article 6.2.3.1.2 du règlement de zonage numéro 2009-858 ne permet ce type de construction que pour les habitations familiales, unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales, et de permettre que la hauteur du garage privé détaché soit de 5,5 mètres, alors que le paragraphe D de l'article 6.2.3.1.2 du règlement de zonage numéro 2009-858 autorise une hauteur maximale de 3,7 mètres, sans condition. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine.
Appuyé par J'appuie. Monsieur Simon. 13.10, Monsieur Roy. C'est une demande de dérogation mineure 2017-024 concernant les lots P244, P245. C'est l'ancienne terre du CN qui avait le dépôt de munitions ou les radars sur Sainte-Marguerite, les tours de communication pour vous situer. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée pour les lots P244, P245 afin de permettre qu'une superficie de 1,88 hectares soit déboisée afin de remettre en culture le terrain alors que l'article 5.7.3.1 du règlement de zonage numéro 2009-858 ne permet pas l'exécution de tels travaux. Considérant que la demande a été transmise au comité consultatif d'urbanisme qui s'est réuni le 19 juillet 2017, considérant que ce dernier a formulé une recommandation au conseil municipal, considérant que cette demande ne semble pas porter atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, considérant l'avis public du 19 juillet 2017, en conséquence est résolu que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure numéro 2017-24 pour le lot P244, P245 afin de permettre qu'une superficie de 1,88 hectares soit déboisée afin de remettre en culture le terrain alors que l'article 5.1.7.3.1 du règlement de zonage numéro 2009-858 ne permet pas l'exécution de tels travaux avec la condition suivante, que les travaux respectent la loi sur la qualité de l'environnement et la loi sur la protection du territoire, des activités agricoles ou tout autre règlement découlant de cette loi et que le demandeur obtienne les autorisations nécessaires auprès du ministre du Développement durable et de l'Environnement et la lutte contre les changements climatiques pour remettre en culture le terrain. Je propose dans le MLS. Proposé par Monsieur Roy. Appuyé par J'appuie. Monsieur Laplaine. 13.11, Madame Anderson. Alors, c'est une demande de dérogation mineure. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée pour les lots 246.1, 246.2 et 246.3, ces lots se situent sur la rue Sainte-Marguerite. Alors, considérant que cette demande est nécessaire afin de régulariser l'émission d'un permis de lotissement, alors c'est le terrain qui va être séparé en 3 lots distincts. Alors que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure pour les lots 246.1, et .3 afin de permettre que la largeur des lots soit pour un terrain 25 mètres au lieu de 30, pour le terrain du milieu de 66,67 au lieu de 75, et enfin pour le dernier terrain, en fait l'autre c'est la superficie totale pour 1666,7 au lieu de 2000 mètres carrés. Alors j'en fais la proposition. Proposé par Madame Anderson. Appuyé par J'appuie. Monsieur Simon. 13.12, Monsieur Roy. C'est une demande d'intervention du MDDENCC et de la CPTRQ dans le dossier de la sablière GMJS sur les lots P226 et P227. Considérant que les lots P226 et P227 ont servi de site de dépôt de déchets solides, considérant l'utilisation sur ces lots d'un procédé de tamisage, de pompage de la nappe phréatique sans certificat d'autorisation, considérant l'exploitation d'une sablière sans certificat d'autorisation, considérant l'enfouissement de sols contaminés aux hydrocarbures pétroliers, considérant la réception non autorisée de sols contaminés sur ces lots, considérant les activités d'entreposage et de concassage de matériel résiduel sans certificat d'autorisation, considérant que ces infractions ont été constatées lors des inspections faites par le ministère du Développement durable, Environnement et lutte du changement climatique, considérant le nombre nombreux avis d'infraction transmis par le MDDENCC entre 1989 et 2015, considérant les recommandations de l'évaluation environnementale phase 1 faite par la société LCL Environnement, considérant qu'aucune mesure concrète n'a été prise par la sablière GMJS afin de mettre fin aux situations dérogatoires, considérant le document transmis le 29 juin 2017 à la Commission de protection du territoire agricole par Gabriel Aymon, technicien et urbaniste, démontrant que le lot P226 et P227 sont sous couvert végétal depuis plus d'1 an, considérant que l'exploitation a perdu ses droits acquis auprès de la CPTLQ et du MDDELCC et que l'utilisation du site est en contravention avec les lois et les règlements applicables, en conséquence est résolu
que ce Conseil requiert l'intervention du MDD-ENCC et de la CPTAQ afin de venir en aide à la Ville de Mercier pour que cesse l'utilisation dérogatoire des lots P226 et P227 et que ceux-ci soient décontaminés et remis en état le plus bref délai. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. 13.13, Monsieur Laplaine. Donc, c'est un avis. Madame la mairesse, pour le 13.13 et le 13.14, je vais devoir me retirer. Donc, c'est un avis de motion. Je, Martin Laplaine, conseiller municipal, donne avis de motion que le règlement 2009-858-40, modifiant le règlement de zonage 2009-858 afin de modifier la grille de spécification de la zone A06-100 sera adopté à une séance ultérieure. Dépôt fait par Monsieur Laplaine. 13.14, Monsieur Laplaine. Donc, c'est une adoption. Considérant la recommandation de la Direction de l'urbanisme et environnement, considérant que ce Conseil souhaite modifier la réglementation en vigueur afin de modifier les grilles de spécification de la zone H06-100 afin de permettre la mise en place d'une maison de soins palliatifs sur le lot 52-1. En conséquence, il est résolu que ce Conseil adopte le projet de règlement 2009-858-40, règlement modifiant le règlement de zonage 2009-858 annexé à la présente résolution, que ce Conseil, conformément aux dispositions sur la loi de l'aménagement et de l'urbanisme, délègue au greffier le pouvoir de fixer une date pour l'Assemblée de consultation, et que ce Conseil transmet une lettre d'appui au projet de la Fondation Gisèle Faubert à la dite Fondation, et que ce Conseil demande à la MRC-Roussillon de modifier son schéma d'aménagement afin de rendre conforme à celui-ci le présent projet de règlement. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplaine. Appuyé par Et j'appuie. Monsieur Roy. C'est en fait une excellente nouvelle. C'est un projet d'une maison de soins palliatifs. J'ai eu quelqu'un près de moi qui a été, qui a eu une fin de vie dans une maison de soins palliatifs à Hudson. Ça a été, c'est toute la différence, autant pour le malade que pour la famille. C'était un manque criant dans la région. Et je suis très heureuse d'apprendre que le projet va voir jour sur le territoire de Mercier, dans le rang Saint-Charles, le 26, je pense. Oui, c'est pas encore finalisé. Bon, c'est dans le processus. C'est dans le processus, c'est dans ces détails-là qu'il faut finaliser avec la ville, MRC et la CPTAQ. Donc, si tout ça, si au niveau de la ville de la MRC, c'est sûr qu'il n'y a aucun problème. Les démarches ont déjà été faites. Au niveau de la CPTAQ, il semblerait non plus que ça ne devrait pas poser problème parce que c'est une maison de soins palliatifs qui est un projet très rassembleur. Donc, bravo à la Fondation Gisèle Faubert, bravo à vous tous de vous faire un projet comme ça. Merci. Monsieur Simon. Donc, considérant l'avis de motion dûment donné à la séance du 9 mai 2017, considérant l'adoption du premier projet de règlement 2009-858-37 le 9 mai 2017, considérant l'Assemblée de consultation publique tenue le 27 juin 2017, considérant le second projet de règlement adopté lors de la séance ordinaire du 11 juillet 2017, considérant la recommandation de la Direction de l'urbanisme et de l'environnement, en conséquence est résolu que ce Conseil adopte le règlement 2009-858-37, modifiant le règlement de zonage 2009-858 afin de modifier les dispositions visant les habitations intergénérationnelles et définir les logements supplémentaires, lequel est annexé à la présente résolution. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Bien, merci. Donc, on va maintenant procéder à la période d'intervention des membres du Conseil. Madame Sauvé. Bonsoir. En fait, j'ai seulement deux petits points ce soir. D'abord, je voulais, comme vous savez, récemment, il y a eu plusieurs pluies torrentielles qui ont affecté bon nombre d'agriculteurs, à la fois à Mercier et dans la région. Donc, je vais leur adresser, tous mes vœux pour la reprise et les bonnes récoltes qu'on va espérer bonnes malgré les aléas climatiques. Donc, merci pour eux.
Et aussi une belle initiative de la bibliothèque cet été pour les familles avec des jeunes enfants. Il y a le conte au parc, c'est des histoires qui sont des heures du conte dans le parc. Donc il reste encore quelques représentations à venir dans les prochains jours. Donc pour tous ceux et celles qui sont intéressés, c'est une belle activité à faire en famille. Donc je vous y invite. Merci. Merci. Mme Anderson. Alors, bonsoir, merci beaucoup d'être là. Alors moi, tout ce que je veux dire, c'est un bravo et un coup de chapeau à nos nouveaux policiers. J'ai beaucoup de citoyens qui m'en parlent, qui m'arrêtent et puis qui me disent « Wow, c'est le fun de voir le nouveau service, c'est un peu différent ». Puis ils sont très satisfaits. Encore ce matin, il y a quelqu'un qui m'a souligné le fait qu'il y avait il y avait eu des policiers qui faisaient la circulation lors d'un feu qui était défectueux. Alors, bravo, c'est rafraîchissant et c'est le fun de voir tout ce fruit de travail-là aboutir à un si beau résultat. Alors, je les félicite et je suis très satisfaite. Merci, Mme Anderson. M. Roy? Moi, c'est la même chose que Mme Sauvé. Supportons l'agriculture au Québec, acheter local, il y en a besoin. Cette année, ça va être très difficile pour tous les agriculteurs de la région de Montérégie. Il y a des villes qui ont été touchées plus que Mercier, mais Mercier aussi a été touché par la grêle et des accumulations d'eau importantes dans les champs. Puis on sème rien qu'une fois par année, puis on ne sème pas 1000 fois dans une vie. Donc, il faut aider l'agriculture au Québec, acheter local, c'est très important. Puis je voudrais signer aussi pour la lettre qu'on envoie au ministère de s'occuper de la sorbière. Nous, la ville, on a tout fait ce qu'on pouvait faire. Là, on demande un appui, mais c'est vraiment pas facile de lui tordre les oreilles pour venir dire « venez vous en occuper ». Parce qu'on fait beaucoup de demandes, ils font rien. Fait que là, on le fait par résolution, en espérant que ça va porter fruit. Et c'est tout pour moi. Merci. Merci, M. Roy. M. Leblanc. Donc, quelques petits points. Donc, premièrement, je voulais remercier nos deux maires d'un jour de leur présence. C'était rafraîchissant. Merci beaucoup. Je voulais aussi, écoutez, remercier tous les gens là, qui étaient présents à mise en opération du service de police. Écoutez, il y avait au-dessus de 150 à 200 personnes. Les gens étaient heureux. On voyait que les gens, c'est quelque chose qui leur tenait à cœur. Donc, je voulais aussi remercier le travail de toute l'équipe du service de police de Mercier pour leur excellent travail. Troisième point, ça est venu à mon attention que, là, à peu près 2 semaines, il y a des adversaires politiques qui se promenaient dans mon quartier, donc dans le quartier numéro 6, pour faire signer une pétition là, pour bloquer l'objet du second projet de règlement. Projet de règlement qu'on a passé au mois de juillet, qui disait que sur le long de la 138, on ferait des unifamiliales. Fait que là, présentement, la loi en vigueur, c'est on peut faire des unifamiliales, mais il faut qu'il y ait un espace de commerce à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on vient changer seulement? C'est juste du résidentiel. Cependant, qu'est-ce qui a été véhiculé dans ce porte-à-porte-là? C'est de la désinformation, puis je tiens aujourd'hui à le dire publiquement, parce que c'est enregistré, que les citoyens, ils vont le voir. Ils passent aux portes et ils leur disent que, écoutez, vous allez vous retrouver avec un 3 étages sur Saint-Jean-Baptiste. Mais parce que présentement, le règlement en vigueur le permet, le 3 étages. Nous, qu'est-ce qu'on veut en venir avec ça? Premièrement, c'est d'alléger le fardeau fiscal des citoyens de la ville de Mercier, et deuxièmement, de développer notre ville. Puis je ne peux pas croire, en gros, qu'il y a des gens qui vont faire de la désinformation, faire du capital politique. Ça me dépasse. Fait que c'est important pour moi. Puis remémorons-nous aussi qu'à Beauharnois, qu'est-ce qu'on fait présentement? Ils l'ont fait le 6-7 ans. Aujourd'hui, ils récoltent ceux qui ont semé. Mais aujourd'hui, c'est Mercier qui va semer, qu'on va récolter dans les années futures. Donc, je tenais à vous le dire, je pense que c'était extrêmement important d'avoir la bonne information. Donc, pour moi, c'est tout. Et je vous souhaite une excellente soirée et merci de votre présence. Merci, M. Laplante. J'aimerais juste peut-être préciser un petit peu pour le bien des gens. Depuis notre arrivée en poste, on avait souvent des demandes de gens, des promoteurs qui voulaient faire des projets sur Saint-Jean-Baptiste sans commerce à l'intérieur. Et nous, on s'est dit, bien, Saint-Jean-Baptiste, c'est notre artère principale pour faire du développement économique. Si on fait ça, on se tire peut-être dans le pied. Donc, on n'est pas des spécialistes là-dedans. Nous avons embauché des spécialistes avec une chaire de recherche qui ont fait une analyse du dossier. Et la recommandation de cette firme-là est de dire, à partir de la rue Marleau, en s'en allant vers Sainte-Martine sur Saint-Jean-Baptiste, on peut permettre seulement du résidentiel. Pour corriger un petit peu, Martin, M. Laplante, ce n'est pas du unifamilial, mais c'est du multilogement, mais résidentiel.
ça sera plus obligé, quand ce projet-là va être adopté, d'avoir un espace commercial à l'intérieur d'un bloc appartement, exemple. Excusez. C'est un peu comme il s'est fait en avant de chez Grégoire, le restaurant Grégoire. Le bloc appartement qui est là, il n'y a pas de commerce à l'intérieur parce que l'ancien conseil avait fait une dérogation permettant qu'il n'y ait pas de commerce. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on ne fera pas du cas par cas. La recommandation de nos spécialistes, c'est de dire à partir de Marleau à s'en aller vers Sainte-Martine, on permet d'avoir du commerce. Si les gens veulent garder du commerce, c'est permis. Si les gens veulent avoir du commerce dans la même bâtisse du résidentiel, aller jusqu'à 3 étages, c'est permis. Ce qu'on vient rajouter, c'est la seule chose qu'on vient rajouter, c'est qu'on vient permettre d'avoir uniquement du résidentiel. On n'ajoute aucunement l'option d'étage additionnel. C'est déjà permis dans la réglementation, le 3 étages, puis on ne touche pas à ça. Donc, juste apporter cette petite... Oui, allez-y. Aussi, il y a aussi une construction qui s'est faite, je pense que c'est à côté du... La pépinière Roger. La pépinière Roger, effectivement. On a obligé qu'il y ait un local de commerçant à l'intérieur. Donc, la seule affaire qu'on vient changer, ce que qu'on a choisi, c'est qu'on va permettre seulement le multifamilial. C'est ça, du résidentiel. Oui. Excellent. Merci. Monsieur Simon. Donc, oui, comme on l'a annoncé, la maison de soins palliatifs à l'avance. C'est sûr que là, le terrain n'est pas encore acheté. On fait les démarches. Donc, on ne peut pas... Mme Michaud s'est avancée avec l'adresse, mais finalement, on ne peut pas vraiment l'annoncer parce que, justement, on ne l'a pas encore acheté. Et toutes les démarches à la ville n'est pas encore complétées, à la MRC et à la CPTAQ. Donc, c'est beaucoup de temps qui peut s'écouler avant la première pelletée de terre. Mais ça avance. Donc, j'aimerais aussi remercier les pompiers et Mme Michaud, naturellement, pour les forfaits que les pompiers et Mme Michaud à la mairie offrent aux organismes pour les levées de fonds. Ça nous a permis, j'ai emmené ma relève, c'est mes 2 fils qui sont là. Donc, ça permet aux organismes d'amasser des fonds avec des encans quand même considérables, parce que si on parle, il y a eu 2 cette année, donc il y a eu une pour la fondation, au profit de la fondation, de tournoi de golf du Sable du Boisé, et il y a aussi pour l'affaire de gratte-ciel, les pompiers montaient à Montréal, pour le petit Benjamin, pour la dystrophie musculaire, je crois. Aussi, ils en ont donné un. Et ils ramassent des sommes quand même pas pires, je trouve, pour un service de pompiers comme à Mercier. En plus, aujourd'hui, ils sont allés éteindre et ils ont aussi la police communautaire qui était là, le social communautaire qui était là. Fait que, ils ont eu bien du plaisir, je crois. Et ce soir, ils ont bien fait ça. Donc, merci beaucoup, les gars. J'espère que vous allez prendre la relève de papa avec prendre sa retraite politique. Donc, là-dessus, je vous souhaite bonne fin de soirée. Merci, M. Simon. Pour ma part, je vais revenir sur le projet de loi 85, qui est le projet de loi qui va permettre à plusieurs endroits d'avoir accès à des espaces industriels. Dans le cas de la ville de Mercier, ça nous permet d'avoir un parc industriel entre Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Marguerite, le long de l'autoroute 30. Le projet de loi, la commission parlementaire étudiera le projet de loi le 15 août prochain, donc mardi prochain, à Québec. Les maires de la MRC, on sera présents. Il y a 3 maires qui vont prendre parole au nom de la MRC, dont moi, et le préfet de la MRC, M. Boyer, et M. Serre, le maire de la Prairie. Donc, je suis très fière de représenter la MRC, mais aussi la ville de Mercier dans ce projet de loi, dans cette commission parlementaire. Donc, je vous tiendrai au courant dès le mois prochain des avancées de ce dossier. Ensuite, depuis le 17 juillet, comme on sait, le service de police est en opération. Ça va bon train. Je vous dirais, la réception des gens, comme Mme Anderson disait, était excellente. Même que mon directeur de police a même dit qu'il se sentait un peu une vedette. Il va dans les restaurants, on lui demande de prendre des photos avec lui. Donc, c'est très intéressant. Ensuite, pour votre information, il y aura d'ici la fin août un bilan du premier mois des opérations du service de police. Autre dossier, il y a Mme Simone Denoncourt, l'évêque. C'est une dame qui va avoir 100 ans le 20 août prochain.
Donc, je tenais à souligner cet événement et je serai présente le 18 août avec la dame pour souligner ses 100 ans. C'est vraiment 2 dans la même année à Mercier, c'est quand même exceptionnel. Ensuite, dimanche prochain, le 13 août à 15h, c'est la coupure de ruban officielle avec des dignitaires au service de police. Donc, vous êtes tous cordialement invités. Pour ce qui est de la caserne, on a dû reporter la date de coupure de ruban puisque il y a eu des contretemps qui sont hors de notre contrôle, mais ça va bon train. Les vacances de la construction étant terminées, aujourd'hui, ça a bougé. Et aujourd'hui, hier, ça a bougé beaucoup, donc ça va bon train là-dessus. On va vous tenir au courant pour la date coupure de ruban. Et l'autre élément qui est très important pour moi et pour Mme Anderson et tous les membres du conseil, c'est le pavage, la surlargeur des accotements de la rue d'Église. On sait qu'entre la rue Saint-Denis et Bromont, le ministère, l'année passée, il ne les avait pas fait. Donc, on a demandé les autorisations, on a demandé les soumissions, puis là, ça va procéder probablement la semaine prochaine. On va commencer à faire ces accotements-là pour que ça soit fait avant l'ouverture des classes cet automne. Donc, je suis très fière parce que ça va permettre de sécuriser vraiment cet endroit-là. Donc, ça conclut mon intervention. Je pense que je vais remercier mes 2 acolytes. Je pense que vous avez terminé votre travail. Merci beaucoup. Beau travail. Donc maintenant, on va procéder à la période de questions. S'il y a des gens qui ont des questions, je vais vous inviter à venir au micro, vous identifier. Je répète que la séance du conseil est filmée, donc c'est possible de couper le micro si jamais il y a trop de discorde pour permettre aux citoyens, autant des citoyens dans la salle que les citoyens qui vont écouter l'audio, vidéo, que ce soit audible à comprendre. Et la chose qu'on va faire de différent ce mois-ci, à la demande de plusieurs citoyens, c'est qu'on va... Bonjour! On va limiter à 2 questions par citoyen avec un préambule de 1 minute. Et ça, dans le but de respecter tout le monde, d'éviter que quelqu'un mobilise le micro. Par la suite, si la personne, un coup que les autres personnes auront passé, s'ils veulent revenir, sont les bienvenus. On va limiter à 2 questions à la fois. Donc maintenant, la période de questions est ouverte. Je vous invite à vous présenter au micro. Bonsoir, Mme Michaud. Bonsoir. Bonsoir, membres du comité et membres du citoyen de Mercier. Je voudrais expliquer, vous exprimer la problématique que nous retrouvons sur la rue des Parois au niveau de la signalisation au niveau des stationnements. Depuis quelques mois, on retrouve justement, autant pour les résidents que les visiteurs, des contraventions que nous avons, parce que justement, c'est du pancarte de no parking. Fait que là, on voudrait savoir, là, même pour section condo, autant que c'est les semi-détachés, bien, pour les visiteurs, ils ne peuvent pas se stationner. Il faut qu'ils se stationnent sur la rue des Lilas. Fait que je voulais savoir si vous étiez au courant, et puis peut-être au niveau du rond-point, refaire le rond-point pour avoir du stationnement dans ce secteur-là. OK. Oui, je suis au courant. J'ai parlé avec une dame dont le nom m'échappe, mais qui demeure dans ce secteur-là, dans le bout qui était jadis privé. Donc, oui, je suis au courant. Je suis passée avec le directeur des incendies pour voir s'il y avait une option d'enlever d'un côté, dans la défense de stationner sur le côté. Malheureusement, pour les véhicules d'urgence, on ne peut pas se permettre d'enlever les défenses de stationner. Maintenant, la dame, elle m'avait dit, si on parle avec les policiers de Châteauguay, on leur dit, pouvez-vous nous donner un sursis, tu sais, si les gens, on a de la visite, nous donner un sursis, pas donner de contravention, puis donc les policiers sembleraient, c'est ce qu'elle m'a dit, que les policiers disaient oui, mais qu'en bout de piste, ils se ramassaient quand même avec des contraventions. Ce que j'avais dit à la dame à ce moment-là, c'est laisser notre service de police en fonction, rentrer en fonction, puis vers la fin août, rappelez-moi, et on va regarder au niveau avec le directeur de police s'il y a quelque chose qu'on peut faire à ce niveau-là. On va le regarder avec le directeur de police
Mais comme je vous dis, je ne vous garantis rien, là, parce qu'au niveau de la sécurité incendie, on ne peut pas enlever. Mais est-ce qu'on peut y avoir des mesures de mitigation, si on veut, d'atténuation? On va voir si c'est possible de le faire. Pour ce qui est de réaménager le rond-point, on n'a pas de terrain qui appartient à la ville à cet endroit-là. Il faudrait regarder l'option d'exproprier, il faudrait regarder, et là, ça demande beaucoup plus de délai, de temps que ce qu'on aurait là, à court terme. Là. Fait qu'à court terme, ce que je propose, c'est à la fin du mois, venez-moi, parce que je veux laisser un peu le temps à notre service de police de partir, là, vers la fin du mois d'août, revenez-moi, on va regarder ça avec le directeur de police, s'il y a différentes options qu'on pourrait regarder, puis par la suite, on va revenir au conseil, puis on verra qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution. Bon, merci. Bonsoir, André Thibault. J'en profite le temps que notre journaliste est encore ici. Il y a eu un article le 3 août 2017 dans le Cyber-Soleil, parce que je ne l'ai pas vu, je ne sais pas si ça va être dans le journal, mais je ne l'ai pas vu la semaine passée, concernant le transport autobus du Haut-Saint-Laurent. On remarque sur cet article-là qu'il y a eu un appel d'offres. Transdev Québec a déposé une soumission de 1 453 627,39 $. En tout cas, on va peut-être passer les scènes. Autobus La Québécoise, 1 850 002 $. Et Autobus Dufresne, 2 072 107,80 $. 2 millions. 2 millions, excusez, c'est un petit peu différent, mais 2 millions. Le contrat est d'une durée d'une année, soit en 2018, et renouvelable. On dit à un moment donné, c'est actuellement l'autobus Dufresne qui dessert le corridor du Haut-Saint-Laurent, et ça depuis de nombreuses années, mais ils ont oublié de continuer en disant sans appel d'offres. Mais j'aimerais ça vos commentaires sur ce point-là, parce que je trouve 600 quelques mille de différents pour un an, ça veut-tu dire depuis 15 ans ou on aurait pu... Écoutez, pour le moment, je suis heureuse de constater qu'on n'avait pas tort de dire que si on amène de la concurrence dans un marché, ça amène l'option de diminuer les coûts pour les citoyens. À première vue, c'est ce que ça donne comme résultat. Il y a 620 000, je pense, de moins pour une année. Fait qu'imaginez-vous, quand on s'est objecté à un renouvellement de contrat négocié gré à gré sur le coin d'une table avec une personne pour 10 ans, combien d'argent ça leur aurait coûté si on avait dit oui à ça? C'est impensable. On s'y est objecté, on s'est adressé au ministère. Le ministère a même changé la loi pour interdire aux CIT et à ces organismes-là de continuer à faire des contrats de gré à gré pour des montants aussi importants que ceux-là. Maintenant, la nouvelle gouvernance qui est en place, les CIT n'existent plus. Bien, ils existent encore, mais c'est plus eux qui gèrent le transport en commun pour la ville de Mercier. C'est maintenant la nouvelle gouvernance qui s'en occupe, le RTM. Le RTM a fait un appel d'offres pour demander des prix. Ils ont eu 3 soumissionnaires. À première vue, 620 000 d'économies, c'est assez important. Ceci étant dit, j'ai parlé avec eux aujourd'hui. Ils sont actuellement en train de faire l'analyse des soumissions reçues, c'est-à-dire pour voir si c'est conforme selon l'appel d'offres qui a été fait, le devis qui a été fait avec l'appel d'offres. Donc, à première vue, effectivement, c'est de bon augure. Maintenant, on va attendre que l'analyse soit complétée avant de sauter trop vite aux conclusions. Vous rappelez-vous du montant qui nous était chargé pour 2017? J'ai essayé de fouiller, mais je n'ai pas trouvé. Sous toute réserve, je ne peux pas, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé exactement le montant pour 2017, mais là, je suis revenue depuis hier, moi, j'étais à l'extérieur, donc je n'ai pas eu la chance de trouver le montant exact, mais je peux vous garantir que je vais le trouver pour le mois prochain. Est-ce que j'ai le droit à une deuxième question? Moi, je me répète ben pas. Oui, certainement. Okay. Il y a aussi sorti dans le journal, mais là, je ne me répète pas lequel, c'est le Devoir, je ne sais pas quoi, concernant Ville-la-Salle qui aurait perdu en cours parce que quelqu'un avait voulu filmer le conseil municipal et ça lui avait été refusé. La personne poursuivit la ville et ça l'a sorti la semaine passée, à l'effet que non, la ville n'est peut-être pas obligée de filmer, mais ils ne peuvent pas empêcher une personne de filmer. Exactement, c'est le cas. C'est le cas. Ça veut dire que si jamais vous n'êtes pas là, puis que le prochain conseil de ville ne veut pas faire filmer les audiences, on pourrait le faire, puis ils ne peuvent pas nous empêcher. Tout à fait. À même titre que quand la ville de Mercier avait donné un mandat
un professionnel d'aller filmer la séance du CIT-HSL au mois de décembre 2016 pour comprendre qu'est-ce qui se passait lors de ces séances-là. On a voulu lui interdire de filmer la séance malgré le fait que la Ville de Mercier paye 60 quelques % des factures. Vous étiez là. Si la Ville de Mercier avait poursuivi, on aurait gagné parce que c'est interdit d'interdire aux gens de filmer ou de prendre des photos lors d'une séance publique. Dans les commentaires, quant à moi, tout ce qui est assemblée publique devrait être obligatoirement filmé. Mais je sais bien que c'est le Conseil des villes qui décide. Absolument. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonsoir. Gilles Despons, 50 Baudin. Je regardais le projet Jubida. C'est la rue Barre, oui, qui vient se rejoindre la rue Beaupré. Exact. À l'intersection de la rue Beaupré, là, c'est une barre d'eau, là, ça n'a pas de bon sens. Il devrait y avoir un puisard. Peut-être qu'il y en a un, peut-être qu'il n'y en a pas. Il est-tu couvert de roches ou de quoi? Il y a quelque chose? On va le prendre en note, mais si ma mémoire est bonne, le conseiller municipal, il est déjà rapporté. Philippe Drolet, le conseiller municipal, s'en était occupé. Oui, parce que les puits qu'on a présentement, là, oui, la demande va être faite au promoteur pour s'assurer que le drainage va être fait correctement. c'est très bien, merci beaucoup. Merci. Normand Joubdon. J'ai entendu tantôt M. Roy parler d'encourager les agriculteurs de Mercier, ces choses-là. Est-ce qu'il y a de quoi, un document ou quoi que ce soit qu'on peut savoir ou se procurer les choses des agriculteurs? Parce que moi, j'ai constaté, il y a des kiosques sur le long de Saint-Jean-Baptiste, et bien des fois, dans ces kiosques-là, ce n'est pas des choses qui viennent de Mercier. Alors, moi, j'incite les gens, s'ils se présentent à ces kiosques-là, d'encourager les agriculteurs de Mercier. Je ne sais pas si IGA collabore avec ça, qui encourage les agriculteurs de Mercier. En tout cas, j'aimerais ça. Si on peut avoir un document, je ne sais pas, pour savoir si on veut aller chez les agriculteurs acheter des produits, ou est-ce qu'on pourrait ces produits, rendre ces produits-là. Monsieur Roy, est-ce que vous êtes en mesure de... Oui, mais à Mercier, tu as la fruiterie Mercier qui en a. Tu as M. Desparois qui cultive encore sa taille ici. Sur Sainte-Marguerite, tu as 3 places que tu peux t'en procurer. 4 places sur Sainte-Marguerite que tu peux t'en procurer, des produits locaux frais. À Mercier, le IGA, il achète la chaîne de l'IGA, achète d'un producteur de Mercier, des copiments et des choses du genre. Puis l'autre chose, c'est acheter local. Acheter local, c'est pas juste acheter Ville Mercier, c'est acheter des produits faits au Québec. Ouais. Les fruits et légumes produits au Québec, c'est ça. Pas juste notre région. Notre région, c'est, comme je vous dirais, c'est la petite Californie. Ce qu'on prend la Montérégie, ce qu'on dit, c'est la petite Californie. La majorité des fruits et légumes qui se consomment au Québec sont produits ici. Il y a beaucoup d'exportations aussi vers la côte est américaine, de Boston, Chicago, Philadelphie, Chicago, c'est pas la côte est, mais toute la région, c'est une bonne pépinière. Il y a beaucoup d'exportations qui se font vers les États-Unis à partir de Mercier, Saint-Rémy, Saint-Isidore. Il y a une grosse concentration de production maraîchère. C'est la petite Californie, la Montérégie. OK. Merci bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, ça prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Simon. Merci beaucoup tout le monde d'être présent. Et il y aura une assemblée spéciale quelque part au mois d'août, mais on n'a pas encore...